Bien, vous m'entendez? On va pouvoir commencer cet après-midi là. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à Combloux ici pour ces perspectives de Combloux. Je voulais remercier nos différents intervenants. En premier lieu, Jean-Pierre Raffarin, un habitué de Combloux qui nous a fait l'honneur de venir ici. C'est la première fois qu'il vient l'hiver avec son épouse Anne-Marie. D'habitude, c'est un habitué puisqu'il vient depuis 23 ans. Jean-Pierre Raffarin, on ne le présente plus, c'est un ancien Premier ministre. Très heureux de l'accueillir à Combloux. Je voulais aussi remercier Martial Sadier, président du conseil départemental, pour son intervention qu'il nous fera tout à l'heure. L'ensemble des députés qui vont intervenir sur les 2 jours. Xavier Roseraine, Antoine Armand aussi. Remercier Étienne Klein qui va animer ces tables rondes. Et surtout l'ensemble des organisateurs, des élus, Fabrice, Françoise, après Christian, il y avait Franck aussi, Damien, qui sont beaucoup investis pour l'organisation. Voilà, donc je pense que ça sera une réussite, ça sera quelque chose de bien. Combloux, si vous voulez, c'est un village où on a 2000 habitants permanents, 2200 exactement. On a 14 000 lits touristiques. Où l'activité sur Combloux, c'est l'activité touristique, l'activité artisanale et l'activité agricole. Donc on a un complément d'activité qui est assez diversifié. Donc c'est ce qui fait le charme de Combloux et on a une vie toute l'année. Voilà, nous avons un tissu associatif qui est important sur Combloux où nous essayons de créer beaucoup de manifestations. Nous avons mis en place le comice agricole il y a 2 ans, le 1er mai, sur l'ensemble des agriculteurs du pays du Mont-Blanc. Nous avons fait une course à savon. Nous organisons depuis 2 ans aussi une course à savon au mois de septembre qui a un réel succès. Et l'hiver, il y a quelques années, on organisait les rencontres Comblerane. Et cette année, nous avons décidé de faire une manifestation. On a choisi le sujet de l'eau. Et c'est pour ça qu'on fait ces 2 journées. On a choisi ce thème-là parce que moi, je suis agriculteur, je suis moniteur de ski, donc je suis souvent dehors. Et quand on regarde le Mont Blanc depuis plusieurs années, on voit que le paysage change. On voit que ce qu'on voit actuellement, c'est pas ce qu'on a connu quand on était gamin, et c'est pas ce que nos générations futures connaîtront. Donc ça nous a quand même interpellés et on s'est dit, voilà, il faut qu'on prenne conscience du réchauffement, qu'on essaye de faire notre diminution carbone, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet après-midi. On fait déjà beaucoup de choses. Je vais déjà penser, par exemple, notre réseau d'eau communal. On change 1 kilomètre de réseau toutes les années. On a un réseau d'eau avec un rendement à plus de 87%, donc je pense que c'est raisonnable. On prend l'eau au pied du glacier de Miage. On fait beaucoup aussi au niveau de l'écologie. On a fait les voies partagées sur nos routes. On met en location des vélos. On a obtenu le label Flocon Vert. Donc, nous, au niveau de la municipalité, on est vraiment dans cette démarche-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Je vous souhaite de passer une belle après-midi et je vais laisser la parole à Martial Sadier, président ou à Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Voilà. Jean-Pierre. Ça, c'est un maire. Franchement, d'abord, il a du talent pour choisir ses invités. C'est de la première qualité. Donc ça, je voudrais le remercier. Et je suis admiratif de ce qui se fait à Combloux. Je suis habitué à marcher. C'est la première fois que je vois de la neige ici. Donc je suis content de l'apprendre. En général, moi, je m'arrête quand l'herbe s'arrête. Donc je vois des vaches. Il y en a une sur 2 qui est à Homer. Et je les reconnais. Et c'est un vrai bonheur que de se retrouver aujourd'hui. Je salue donc le maire, mon ami Claude. Je salue Martial, qui est aussi un ami depuis longue date, le président du département, Fabrice, qui est l'organisateur, tous les élus qui sont ici, Étienne Klein, qui est une excellence, qui accepte d'être cheville ouvrière pour une réflexion de cette nature. Merci beaucoup de cette volonté de participer à ce que nous frottions nos cervelles entre amoureux. Parce qu'au fond, nous sommes amoureux. Pour être dans une salle un samedi avec ce temps dehors, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on aime. Et ce qu'on aime, en ce qui concerne pour une grande majorité, c'est Combloux. Mais ce qu'on aime tous, c'est le Mont Blanc. Et je voudrais qu'on ait quand même cette relation-là, qu'on ait bien conscience
qu'il y a la raison, il y a la science, mais il y a le cœur d'abord. Et aujourd'hui, on est là pour faire grandir notre cœur, pour, en regardant ce Mont Blanc, de se dire que cette valeur d'exception, ce trésor, comment faire en sorte qu'il ait un avenir. Donc je voudrais vous dire très rapidement mes convictions sur ce sujet et jouer au jeu des 4 vérités, vous dire mes 4 vérités à propos du thème qui nous rassemble aujourd'hui. Alors d'abord, il y a une question d'identité. Première vérité, une identité à accueillir. Parce que vu de Mont Blanc, vu du Combloux, le Mont Blanc, c'est une identité qui vient de l'extérieur. C'est la plus belle des identités, pas celle qui enferme sur l'intérieur. Vous êtes à Combloux, vous voyez le Mont Blanc qui vous définit, mais il est à l'extérieur de vous-même. Il est loin, mais en même temps, il vous pénètre et il est ce qu'il y a de plus fort dans l'identité, c'est-à-dire l'ouverture. L'identité, ce n'est pas une fermeture, ce n'est pas une fermeture sur soi. L'identité, c'est une bonne connaissance de soi-même et l'envie de connaître les autres, d'avoir cette attitude. Autrefois, un des territoires d'Europe qui avait une identité la plus forte, qui était la Catalogne, tous les peintres, tous les intellectuels de Catalogne, ils avaient une identité d'eux-mêmes, mais ils allaient voyager partout dans le monde, ils allaient à la rencontre de l'autre. C'est ça l'identité. Ici, à Combloux, qu'on jardine, c'est une force qui est à l'extérieur et qui nous montre ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, c'est quelque chose de très important, au fond, cette identité à accueillir. Et je crois que dans ce monde aujourd'hui où nous sommes complètement perdus, l'identité, ce n'est pas simplement notre bout de jardin, c'est l'autre qui nous apprend à l'accueillir et à essayer d'avoir des horizons. Et là, il n'y a pas de plus bel horizon, première vérité. Deuxième vérité, il nous faut de l'altitude. Il faut arrêter de baisser systématiquement les comportements, les réflexions et tout ça. Il nous faut de l'altitude. L'altitude qui tire vers le haut. Alors on n'est pas obligé d'être comme Sylvain Tesson qui dit « j'aime accéder à l'inaccessible ». Donc moi, c'est inaccessible, je sais que je n'y accéderai jamais. Mais je peux vivre quand même avec l'idée que des gens y accèdent. Et qu'au fond, c'est une porte qui est ouverte. Et qui est ouverte à l'humanité, même si elle n'est pas ouverte pour moi. Et cette altitude-là, je crois que c'est quand même très important. Il est plus fort que nous, ce Mont Blanc. Il est plus grand que nous. Il y a quelque chose de divin dans ce qu'il est. On peut essayer de le conquérir, mais pour cela, il faut conjuguer l'audace, mais aussi la rigueur, l'ambition, mais aussi l'humilité, la gloire et la modestie. Donc on voit bien que cette force-là, qui est une force qui nous oblige à être plus grand que nous, on ne discute pas avec lui d'égal à égal. On ne peut pas discuter avec lui d'égal à égal. Mais il nous force à penser à autre chose que nos propres intérêts, tout ce qui se passe à notre propre altitude. Changeons d'altitude. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout le reste, y compris pour la politique. Mais je ne m'en occupe pas, vous le savez bien. Donc, une altitude qui vient, deuxième vérité. Troisième vérité, c'est un massif qui est à partager. Et au fond, les grandes valeurs, les trésors sont à partager. Certes, le maire de Saint-Gervais n'est pas là, je lui exprime toute mon amitié, mais je sais où le Mont Blanc est localisé. Mais enfin, le Mont Blanc, il appartient à tout le monde. Et au fond, cette grande force que je trouve, qui est ce partage du Mont Blanc, d'abord, je trouve que les communes, le pays du Mont Blanc, les remontées mécaniques, tout ce que vous avez, tous vos travaux en commun, il peut y avoir des rivalités. Ce serait bien étonnant qu'il n'y en ait pas là comme il y en a ailleurs. Mais néanmoins, il y a quand même une volonté de se dire que ce qu'on aime, il faut chercher plutôt à le partager plutôt qu'à se l'approprier à soi seul. Et je pense que la Haute-Savoie, la France et l'Europe doivent se sentir propriétaires du Mont Blanc. C'est une adresse mondiale, c'est une identité qui nous dépasse tous. Et cette identité, elle doit être considérée comme étant universelle. Au fond, c'est l'une des merveilles du monde et au fond, elle contient des merveilles. Et vous allez parler de la merveille des merveilles qui est dans le Mont Blanc, qui est la question de l'eau, de la vie. Et c'est ça, je crois, qui est très important. Mais il faut bien voir que quand on pense à l'eau, il ne faut pas penser qu'à nos propres besoins, il faut penser à la survie du Mont Blanc, qui est plus grand que nous, et qu'il faut faire tout ça ensemble. Il faut pouvoir partager. Et c'est un élément, c'est ma troisième vérité. Et au fond, partager pour quoi faire? Eh bien, partager, quatrième vérité, partager pour protéger. C'est, je crois, un trésor d'activité, d'attractivité,
C'est donc cette adresse mondiale connue du monde entier et au fond qui contient la richesse principale dont nous avons tous besoin, qui est cette question de l'eau. 2,5% de l'eau présente sur la planète est de l'eau douce. Tout le reste est de l'eau salée. Et on voit bien que là, on a un château d'eau et que ce château d'eau, si on le laisse progressivement s'affaisser, c'est toute la vie partout qui en souffrira. Et derrière cette question de l'eau, il y a toutes les questions géopolitiques. Il y a la question de la misère. Il y a la question du développement agricole, du développement scientifique. Il y a la question de la guerre, des batailles pour l'eau. Il y a toutes les grandes questions géopolitiques. Là, nous sommes en amont de tous les problèmes. On peut être en amont des grandes chances qui nous dépassent. Mais on peut être aussi l'amont de tous les problèmes qui deviendront de plus en plus graves plus on descend dans la vallée et plus on élargit les questions. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il est très important de penser que nous avons cette question de l'eau. Depuis presque un siècle, la population a augmenté de plus de 3,5% et la consommation de l'eau de plus de 6%. Donc on voit bien qu'on est dans une impasse. Et je trouve très intéressant que Combloux fasse de ce sujet un sujet d'identité, parce que justement, quand on veut grandir, il faut grandir sur tous les domaines, y compris sur notre propre regard. Et c'est ce que je trouve formidable dans cette modestie comblorante, qui ne prétend pas être le lieu unique de toutes ces beautés, mais qui s'attaque à l'essentiel. C'est cette nécessité d'un partage pour protéger. Et donc, en conclusion, et pourquoi moi je suis venu écouter tout ce que vous avez à dire, et les grands savants qui vont nous apprendre beaucoup de choses, mais il y a une conviction que j'ai. Je vous disais qu'on était amoureux, je suis amoureux de cet endroit. Je l'aimais en vert, mais je vais l'aimer beaucoup en blanc. Mais l'amour, ça me fait penser à René Char. René Char disait « Aimer, c'est vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. Aimer que vouloir les choses soient ce qu'elles sont. Les choses soient ce qu'elles sont. Ce qui ne dépend pas forcément de nous, la beauté du Mont Blanc. Ce n'est pas nous qui faisons la beauté du Mont Blanc. Cette beauté, elle est plus grande que nous. Elle est comme ça. Et ça fait partie des choses qui sont comme ça. Mais il y a aussi le dérèglement climatique qui dépend naturellement de nous, mais qui globalement dépend aussi beaucoup des Chinois, des Américains, des très grands pays qui sont des acteurs plus puissants que nous. Donc il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Et il faut qu'on les regarde en face. C'est le rapport de force entre l'augmentation de la consommation d'eau et l'augmentation de la population. On voit bien qu'on va se trouver face à des difficultés majeures. Les choses soient ce qu'elles sont. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'être amoureux parce qu'on est inspiré, parce que d'un seul coup, on a des troubles qui nous viennent, tout ça, à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous rendent amoureux. Le vrai amour, c'est celui qui a cette puissance de l'extérieur. Mais le fait de vouloir cette puissance, de vouloir aimer, de vouloir, d'être déterminé, et de mettre de l'humain dans cette affaire. Tout n'est pas surnaturel. Tout ne dépend pas que du Mont Blanc. Il y a aussi ce qui dépend de nous, de notre volonté. Je considère ce forum comme un acte de volonté. Aimer, c'est vouloir. Aimer le Mont Blanc, c'est vouloir protéger le Mont Blanc. C'est cette nécessité-là qu'il y a une action humaine à engager, naturellement, en étant conscient qu'il y a des choses qui sont ce qu'elles sont et qui ne dépendent pas de nous. Mais sur ce qui dépend de nous, cette petite partie, encore faut-il qu'on soit actif. Merci à Combloux de donner cette leçon d'amour à laquelle j'adhère complètement. Merci à tous. Martial, ouais, si tu veux t'approcher. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, je n'avais pas vu votre épouse. Je suis très heureux également de vous retrouver tous les deux en Haute-Savoie et à Combloux. Saluer bien évidemment l'organisation, l'Office du tourisme, la mairie, le maire, toute l'équipe municipale, tous les collaboratrices, les collaborateurs. On mesure l'énergie mise depuis plus d'une année, l'ensemble des intervenants et puis les animateurs, que je remercie à mon tour, avec un clin d'œil particulier pour Philippe Alpi, qui siège avec moi au comité de
bassin, je vais y revenir. Voilà. Merci, monsieur le maire, cher ami, d'avoir sollicité le conseil départemental de la Haute-Savoie et donc de nous avoir permis, c'est bien volontiers, d'être partenaire de cette manifestation. Sans être trop long, parce qu'il est impossible de parler derrière le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, 3 raisons de ma présence. La première, le conseil départemental, vous savez que je suis président depuis 2 ans et demi, il y a un nouvel exécutif, le maire peut en témoigner, il vous a parlé du renouvellement de réseau. Sur ces renouvellements de réseau, en Haute-Savoie, les communes ont entre 50 à 80% de financement sur leur renouvellement de réseau, puisque j'ai décidé de doubler l'aide aux communes et aux intercommunalités dès mon arrivée. C'est près de 50 millions d'euros chaque année qui sont consacrés sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau, tant je considère que c'est la priorité absolue, la priorité numéro 1 pour ce département de la Haute-Savoie, pour les débats que vous allez avoir pendant 2 jours, mais aussi pour la simple et bonne raison que vous êtes dans un des 5 départements de France qui connaît la plus grosse croissance démographique et économique. On va manquer d'eau. Ceux qui en manquent déjà vont souffrir, mais ceux qui en manquent ou ceux qui n'en manquent pas mais qui connaissent une forte croissance démographique, ça va forcément par définition, il n'y a pas besoin d'être bien malin, pour comprendre que ça va accentuer la pression. Dans ce département qui gagnait 12 000 habitants par an, la cocotte minute bouillait, nous sommes redescendus fort heureusement à 6 500 habitants par an. Il est urgent, encore plus qu'ailleurs, de faire des travaux sur les réseaux d'eau pour le rendement, et également sur l'assainissement, parce qu'il s'agit d'économiser d'eau avec des tuyaux qui ne sont pas percés, mais il s'agit aussi que nos stations d'épuration soient aux normes pour que le grand cycle de l'eau puisse avoir lieu. Avec 50 millions d'euros, nous sommes le premier département de France sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau aux côtés des agences de l'eau. La seconde raison, nous le devons à mon prédécesseur, Michel Mélan, qui en 1990 a lancé un projet qui restera comme le premier en France, de fédérer les communes du fond de la vallée pour créer le syndicat de l'Arve. C'est Michel Mélan qui l'a créé en 1995. J'ai eu la chance de rentrer au conseil municipal en 1995 et je suis élu de ce syndicat sans discontinuer depuis 1995 et j'ai l'honneur de présider le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Arve. Bassin versant de l'Arve qui a la caractéristique, c'est un des sujets des 2 jours, d'avoir 5% de sa surface en glace. Nous sommes le seul sage d'Europe à avoir 5% de la surface en glace, puisque c'est l'ensemble du bassin versant de l'Arve. Alors 5%, ça parle. Ce qui peut-être vous parlera un peu plus, c'est que le débit moyen de l'Arve annuel à Genève, c'est 80 mètres cubes seconde, 78,5. On va arrondir à 80 mètres cubes seconde. Et ce qui resterait stocké en glace sous nos yeux ici représente pas moins de 3 ans de débit moyen de l'Arve à Genève. C'est la caractéristique de ce bassin versant. Mais derrière cette caractéristique, vous l'avez compris, qu'on mange du capital, puisque chaque année, la surface de glace diminue. Puis la troisième casquette, c'est celle de président du comité de bassin. Cher Philippe, grâce à toi, fraîchement réélu pour la 3e fois consécutive, au mois de décembre, où nous venons, sans être trop long, avec Philippe, je l'associe à mes propos, de nous mettre d'accord à l'unanimité dans une assemblée qui est composée de 170 personnes, et dans ces 170 personnes, il y a 3 collèges. Il y a un collège d'élus dans lequel il y a des maires, des présidents d'interco, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs. Il n'y en a pas un qui a la même couleur politique. C'est le premier collège. Il y a un deuxième collège qui représente les milieux économiques. Dans les milieux économiques, il y a les agriculteurs, il y a les industriels, il y a ceux qui font de l'hydroélectricité, il y a ceux qui font du nucléaire, puis il y a ceux qui font de la neige de culture. Puis il y a un 3e collège où il y a les associations environnementales et les usagers de l'eau, pêcheurs, chasseurs, FNE, associations d'usagers, associations de consommateurs. Eh bien, malgré tout ça, et malgré cette composition, et c'est ce dont nous devons rendre hommage aux législateurs qui, il y a 60 ans, ont eu l'idée géniale de considérer que nous devions gérer l'eau par bassin versant. Micro-bassin versant, le bassin versant de l'Arve, qui édite une règle, et cette règle, elle décline d'une règle générale autour de nos grands fleuves. Les législateurs de l'époque
les parlementaires de l'époque, les gouvernants de l'époque, dans les années 1960, ont décidé de découper la France en bassins autour de la Loire, autour d'Adour-Garonne, autour du Rhône, autour de la Seine et autour de la Meuse et du Rhin. Et de considérer qu'il fallait qu'on réfléchisse ensemble dans une unité géographique où toute gouttelette d'eau qui tombe du ciel, le grand cycle de l'eau, va d'une manière ou d'une autre arriver au même endroit. Quel que soit l'endroit où elle tombe. Qu'elle tombe sur une commune, sur une communauté de communes, sur un département, sur une région, Jean-Pierre, sur une circonscription législative, sénatoriale, bref, peu importe, cette gouttelette de l'eau, sur le bassin versant du Rhône, à un moment ou un autre, tel qu'il est dessiné, ça finit à l'estuaire de la Camargue dans la mer Méditerranée. Et cette logique, voulue par le législateur il y a 60 ans, qui est unique au monde, mais qui est absolument génialissime, elle permet deux choses. Elle permet sans cesse de rappeler que quand on est en amont ou en aval de cet écoulement de cette gouttelette d'eau, on a une responsabilité collective. Parce que si on est en amont qu'on fait une grosse bêtise, il y a un moment donné, la gouttelette d'eau, la bêtise, il y en a d'autres qui la collectent. Et puis, elle rappelle aussi que quelquefois, et souvent, c'est le débat, vous l'aurez le demain après-midi, sur l'intercommunalité ou la compétence communale, l'endroit où est produit l'eau potable est souvent différent de l'endroit où elle est consommée, est souvent différent de l'endroit où elle est traitée, qui peut être encore différent de l'endroit où il retourne dans le milieu. Et puis enfin, tous les territoires ne sont pas riches de la même manière. Cette gestion par bassin versant, elle permet de faire une cagnotte avec une toute petite redevance, et c'est là ce qu'on a peut-être oublié au fil des décennies. La richesse de l'impôt, c'est que plus l'assiette est grande, Jean-Pierre, plus la douloureuse est moindre. Et lorsque vous avez l'ensemble des Françaises et des Français, quel que soit leur mode de consommation, qui payent 10 centimes d'euros au mètre cube d'eau, 10 centimes d'euros au mètre cube d'eau de redevance, à la sortie, ça vous fait un paquet de 14 milliards d'euros par an pour faire en sorte qu'on ait encore de l'eau en qualité, en quantité pour les décennies à venir. Et cette cagnotte de 14 milliards d'euros, elle permet notamment dans ce bassin versant que les grosses communes, comme Bonneville, comme Cluses, comme Salanches, comme Chamonix, soient solidaires et financent des travaux dans les cours d'eau à Combloux, à Cordon, qui ont beaucoup moins de population. C'est ça l'histoire de l'eau en France, et c'est ça la richesse de cet étage du comité de bassin qui écrit un SDAGE, une règle générale macro, qui est déclinée, si les élus le souhaitent, avec les services de l'État, à travers un petit bassin versant, c'est le SAGE de l'Arve, et qui accompagne le service communal ou intercommunal de l'eau et de l'assainissement pour faire en sorte qu'on préserve cette ressource. Alors je termine juste par vous dire les quelques orientations que nous avons votées à l'unanimité. Vous avez bien entendu la composition du comité de bassin. Jamais dans le bassin Rhône-Méditerranée, 34 départements, 16 millions d'habitants, jamais le SDAGE n'a été voté à l'unanimité. Philippe, on y est arrivé l'année dernière. Et ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est la recette, la photographie, la recette. La photographie, elle est simple. Vous pouvez découper la France en deux parties. Vous avez le pourtour méditerranéen qui a d'ores et déjà perdu 20 à 25% de précipitations. 20 à 25% de précipitations. Vous prenez Perpignan, Nice, il tombe 25% d'eau en moins. Sur le reste, on peut discuter, il y a des scientifiques qui sont là, sûrement des experts de météo, ils reprendront mes propos. Sur Est de la France, et en tout cas sur Est de notre bassin, mais c'est également vrai sur Est de la France, globalement, on peut s'accorder qu'il tombe la même quantité d'eau. Sauf que, il tombe la même quantité d'eau, mais elle est répartie différemment dans l'année. Et on va, les amis, vers une saison sèche et une saison des pluies, si je caricature. Ce qui veut dire que même la même quantité d'eau, on ne peut pas la gérer de la même manière. Et puis cette même quantité d'eau, nous devons faire face à la croissance démographique et à la croissance économique, qui consomment forcément, si on ne change pas de méthode, plus d'eau. Et puis nous devons faire face au vent. Le Mistral, c'est quoi le Mistral? Le Mistral le long de la mer Méditerranée. Le Mistral, c'est le choc historique des masses d'air chaud et des masses d'air froide. À partir du moment où la chaleur remonte dans les terres, le vent et le Mistral remontent dans les terres. Avec lui, au passage, il va nous amener les incendies de forêt. Mais qui dit plus de température élevée et plus de Mistral, dit une évapotranspiration naturelle qui est plus importante. 180 mm d'eau évaporée naturellement en plus en Haute-Savoie d'ici à 2050. Donc avec la même quantité d'eau, mais répartie différemment, Jean-Pierre, ici,
Tu fais bien de venir l'été, parce que l'été, ce sera de plus en plus beau, mais ça pleuvra de plus en plus l'hiver en Haute-Savoie. Sauf que, on va perdre 180 litres d'eau au mètre carré, naturellement, à cause de l'élévation de température et de l'élévation du vent. Ben, à ça, il n'y a pas 50 solutions. On s'est mis d'accord à l'unanimité. Les amis, il faudra tous qu'on économise l'eau. Il faudra économiser de l'eau. Et personne ne pourra, au nom de quoi que ce soit, se cacher derrière quelque raison que ce soit pour ne pas participer à l'effort global. J'ai eu la chance, et je salue Christophe Béchu, je sais qu'il a un message, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on a beaucoup bossé ensemble, de participer à l'élaboration, Philippe le sait, du plan eau du président de la République qui est venu dans notre bassin le présenter. On travaille beaucoup avec le président de la République sur les enjeux de l'eau avec Christophe Béchu. Le président de la République a été très ambitieux. Quand il annonce 10% d'économie d'eau, ça paraît infaisable. Pourtant, il a eu raison, parce que Jean-Pierre l'a rappelé, si on n'est pas ambitieux, on n'arrive à rien. Voilà. Donc il faudra économiser de l'eau. Il faudra désimperméabiliser et ralentir l'écoulement de l'eau. Si on ne désimperméabilise pas, on ne permet pas la recharge des nappes stratégiques. Les plus grands stockages que nous possédons, ce sont les stockages naturels que la géologie nous a donnés, les nappes stratégiques profondes. Pour ça, il faut ralentir la vitesse d'eau. Comme il peut plus sur des périodes très courtes, la vitesse d'écoulement des eaux, elle est beaucoup plus rapide. Il faut freiner la vitesse d'écoulement de l'eau, il faut désimperméabiliser les sols pour permettre une meilleure recharge des nappes stratégiques et derrière, lutter contre la pollution diffuse. Parce que quand l'eau gravite très rapidement dans la mer Méditerranée, au passage, elle emmène tout un tas de cochonneries. Quand on lui permet de filtrer à travers le sol et d'alimenter les nappes stratégiques, en plus de ça, on fait de la filtration naturelle. Il faudra de la solidarité entre nous. Il faudra substituer, il faudra tirer des grands tuyaux dans des zones qui n'ont pas d'eau et que ceux qui ont la chance d'en avoir acceptent de la partager. Voilà. Et puis il faudra qu'on réutilise un peu les eaux usées, vous en parlerez. On est très en retard, pas n'importe où, pas n'importe quand, pas systématiquement. Quand on est au bord de la mer Méditerranée, ne pas rejeter les eaux usées directement dans la mer Méditerranée, c'est pas stupide. Quand on est dans un territoire où l'été, c'est les débits d'étiage dans les cours d'eau sont représentés par les stations d'épuration, il faut faire attention à utiliser les eaux usées. Mais nous sommes en retard. Il faudra de la recherche scientifique, parce qu'il faudra que les industriels et les agriculteurs n'utilisent plus les mêmes techniques et économisent l'eau pour prendre leur part à l'effort général. Et puis enfin, il faudra stocker de l'eau, parce que quand on a de l'eau en abondance, comme il y a 2 mois ici, où on pulvérise les crues centenales sur Larves, avec 1200 litres d'eau au mètre carré à Valorcine en 2 mois, eh bien même si on en prend une petite part, une toute petite part, ça n'empêchera pas Larves de recharger ses nappes stratégiques. Voilà ce que nous avons voté à l'unanimité. Voilà ce en quoi, à titre personnel, mais dans l'esprit de mon prédécesseur Michel Mélan, et à vous toutes et tous, les élus de la Haute-Savoie sont très très fortement engagés. Je termine par vous dire qu'on a une chance extraordinaire en Haute-Savoie, et dans ce bassin Rhône-Méditerranée, c'est qu'on a une petite cuvette qui s'appelle le lac Léman, qui fait 89 milliards de mètres cubes d'eau. 89 milliards de mètres cubes d'eau, c'est à peu près 8 fois l'eau stockée dans tous les barrages de France. 11 milliards de mètres cubes d'eau stockés dans l'ensemble des barrages hydroélectriques de France, 89 milliards de mètres cubes d'eau stockés dans le lac Léman, et quand on joue sur 1 centimètre de marnage sur le lac Léman, eh bien on libère 60 mètres cubes d'eau seconde dans le Rhône pendant 24 heures. Le seul petit défaut et le seul petit problème à tout ce que je vous dis, c'est que ce sont les Suisses qui ont les vannes. Mais nous y travaillons avec eux. Bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Raffarin, M. Sadier. Nous allons maintenant écouter le message de notre fraîchement, ou anciennement, les deux d'ailleurs, ministre de la Transition écologique et de l'aménagement des territoires, Christophe Béchu. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Président du Conseil départemental de Haute-Savoie, cher Martial Sadier, Madame la sénatrice Noël, Monsieur le député Armand, Mesdames et Messieurs, chers élus, et je vous sais nombreux, cher Étienne Klein, je me réjouis de vous adresser ce message pour la première édition des Perspectives de Combloux, même si je regrette de le faire en vidéo et de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je sais que dans cette salle, plusieurs d'entre vous, pour ne pas me risquer à dire pratiquement tous, vous connaissez bien la montagne et nos beaux glaciers des Alpes. Je sais aussi que vous êtes aux premières loges pour observer les effets du dérèglement climatique,
qui frappe notre écosystème montagnard et plus encore nos glaciers. Chez vous, les effets de ce réchauffement, ils sont déjà visibles, frappants. Ils ne mentent pas. Surtout lorsqu'on arpente les cimes depuis des années et qu'on peut constater de ses propres yeux le recul progressif, préoccupant des neiges éternelles ou les modifications de la biodiversité. Ce week-end, vous avez l'occasion de débattre d'un sujet urgent, d'un sujet grave auquel je ne peux que souscrire. Le Mont Blanc, château d'eau en sursis. Oui, nos glaciers, nos écosystèmes de montagne sont en sursis. C'est un fait. Ce sont les témoins et les premières victimes d'un monde en surchauffe. Et il est plus qu'urgent de les protéger, de ralentir le rythme de leur fonte, mais également de nous adapter à ces changements inexorables qui nous font face. S'adapter au dérèglement climatique, j'aime à dire que ce n'est pas une option, c'est une nécessité qui touche à la préservation même de ce que nous sommes. Nous devons nous adapter pour préserver l'identité de nos territoires, et en particulier de nos territoires de montagne, malgré les dérèglements climatiques. Ce qui arrive à nos écosystèmes montagnards, surtout ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, nous impose d'agir dans 3 dimensions. Première dimension, évidemment, ralentir le réchauffement de la planète, lutter pour ralentir cette fonte en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le sens même de la planification écologique, c'est le sens de sa déclinaison territoriale. J'étais, il y a quelques semaines, à Lyon pour lancer ce travail dans votre région et mettre autour de la table tous les acteurs pour tenir nos objectifs. Diminuer nos émissions est une nécessité absolue pour préserver notre environnement et nous avons des résultats. Après avoir doublé le rythme de baisse de nos émissions entre 2017 et 2022 par rapport à 2012 et 2017, en 2023, nous avons, à l'heure où je vous parle, des perspectives de baisse de 4,6% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est juste historique. Deuxième pilier de notre action, c'est l'adaptation de notre pays à cette nouvelle donne climatique. Et l'adaptation, c'est un chantier immense, surtout dans nos montagnes, car il faut réinventer tout un modèle de préservation, de mise en valeur, d'attractivité économique. Demandez à Philippe Alpi, que je salue, combien cela est difficile, mais tellement nécessaire, d'imaginer pour Métabies un avenir dans un monde où la neige est plus rare. C'est un chantier dans lequel l'État, les collectivités, les acteurs des territoires vont devoir réapprendre la grammaire du temps long, de la stratégie et de la planification. En ce moment même, avec mes équipes au ministère, nous nous y attelons et je dévoilerai dans quelques jours le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. Et je vous le dis tout de suite, ces changements ne pourront pas se faire depuis Paris. Ils nécessitent l'engagement de toutes les parties prenantes et votre réunion d'aujourd'hui, elle fait pleinement partie de cette prise de conscience collective. Enfin, dernier pilier de notre action, c'est l'engagement international. Ce que vit le Mont Blanc, c'est un défi qui est partagé par l'ensemble de la cryosphère mondiale, des pôles aux glaciers des Alpes, pour agir en coordination avec nos partenaires internationaux. Le président de la République a organisé à Paris, en novembre dernier, le One Planet Polar Summit, qui a permis une mobilisation inédite des États pour préserver ces écosystèmes si particuliers. L'effondrement de la cryosphère, des glaciers terrestres, des calottes glaciaires, menacent nos sociétés et nos écosystèmes, puisqu'ils jouent un rôle puissant de régulateur thermique pour la planète. Mais ils menacent aussi un mode de vie, le vôtre, avec votre identité et les valeurs qui vont avec le mode de vie montagnard. Les enjeux sont graves. Ils imposent une action publique qui soit déterminée. Pour ce qui est de l'action publique, nous sommes à la tâche, sous l'autorité du nouveau Premier ministre et du Président de la République, sur les 3 volets que j'ai évoqués. Pour ce qui est de votre engagement, cette initiative montre à quel point il est entier. Bravo à Guillaume Morel, bravo à Christian Jacquier, 2 guides de haute montagne, 2 élus locaux de grande qualité qui ont initié cette démarche. Mais merci également à vous, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, d'introduire dans ces débats dans une commune chère à votre cœur et qui a été le point de départ de nombre des randonnées qui vous ont permis, y compris, de penser à l'avenir du pays et de cette planète. Merci également à vous, Étienne Klein, d'animer ces tables rondes. Vos connaissances et votre expertise seront précieuses. Enfin, je vous salue toutes et tous, présents pendant ce week-end, sans me lancer dans une
énumération qui serait trop longue. Je vous souhaite des échanges qui soient fructueux pour vous et pour notre pays. Votre montagne le mérite, la France le nécessite. Bonne année 2024 et surtout, bon travail. Difficile de passer après ces magnifiques discours pour vous donner quand même des informations un petit peu plus terre à terre et procéder à des remerciements d'usage et amplement mérités. Déjà, je souhaite à toutes et à tous bienvenue à Combloux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo en son temps. Combloux, la perle des Alpes entre ses écrins de glaciers. Et bienvenue dans notre perle. Nous ne pouvons pas imaginer un tel engouement lorsque nous avons créé, avec un groupe d'amis, imaginé et organisé cet événement. Je vais vous les présenter tout à l'heure, dans un instant. On tablait au départ sur une centaine de personnes. Pourquoi? Parce que la perle des Alpes, c'est petit une perle. On a une toute petite salle de conférence qui est celle-ci, donc qui accueille une centaine de personnes. Et vu l'engouement, nous avons très rapidement monté une deuxième salle. Donc à l'étage en dessous, il y a une deuxième salle qui accueille à peu près 160 personnes, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 240 et nous avons dû arrêter les inscriptions. Afin de procéder à une équité totale entre cette salle et l'autre salle, je le dis aux intervenants, on a un micro en bas et lorsqu'il y aura des questions, des séances de questions-réponses, on donnera la parole d'abord à la salle du bas pour avoir les questions et puis après peut-être à la salle d'en haut. Et je demande aussi aux intervenants de descendre. Je sais que Étienne, ce soir, fera une dédicace de ses ouvrages, aussi d'aller rencontrer les gens qui sont venus nous rendre visite. Alors, les initiateurs de cette et organisateurs qui ont œuvré à mes côtés pour imaginer ces perspectives sont Françoise Jacquier, qui est en bas, Damien Sudreau, qui est ici, et qui sont au conseil municipal à mes côtés, et Christian Jacquier, qui a un carnet d'adresses plus gros que le bottin mondain. Enfin, il arrive à... Voilà. Et Franck Boileau du Shift Project aussi, qui, avec une rigueur organisationnelle à toute épreuve, pour qu'on arrive à monter ça. Je remercie aussi vivement Étienne Klein, qui a accepté dès le début de nous soutenir. Je me souviens, c'était lors d'une descente de la Vallée Blanche, pas très simple, il venait de neiger. Et on ne l'a pas dégoûté, il a quand même dit qu'il restait. Il est là et je l'en remercie. Je remercie aussi Philippe de Paris et son double, voilà, pour la place qu'il donne à notre événement sur la place du village, puisque aussi nous ont beaucoup soutenus et beaucoup accompagnés. Je souhaite évidemment remercier la mairie de Combloux, l'office de tourisme qui est à la Malœuvre et que je préside, les services municipaux qui nous accompagnent et participent à la tenue et financièrement à cet événement. Je remercie aussi tous les bénévoles que vous avez eus, et notamment les shifters du Shift Projet qui nous donnent un sérieux coup de main pour faire ça. Voilà, vous avez aussi des beaux, des décors, donc des expositions d'une artiste, Isabelle Vougny et Giandra Decazes, donc des artistes régionales de notre région. Et puis enfin, je terminerai par nos partenaires financiers, parce qu'on a fait ça avec finalement peu de moyens. D'abord, le Crédit Agricole de Haute-Savoie, avec la présence de son président Éric Vial. Et je vous remercie vraiment de nous soutenir, d'aller peut-être encore un petit peu plus, parce qu'on a dépassé nos budgets. Merci aussi à Martial Sadier. Voilà, on lui a demandé de nous donner un petit coup de main aussi pour monter ça, puisque l'Office de tourisme de Combloux ne pouvait pas porter toute seule un tel projet. Voilà, j'ai sûrement oublié des gens, qu'elle me pardonne, mais on m'a dit qu'il fallait faire très très vite. Donc,
Je laisse maintenant la parole à Étienne pour la première table ronde de ces perspectives. Exposé, pardon. Exposé.